Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des arts martiaux français. Aujourd'hui je vous propose de revenir sur l'histoire incroyable et fabuleuse de Maître Louis Vigneron. Une histoire qui nous a pu être connue grâce aux travaux de Superfab qui a plongé durant des mois sur le site Gallica pour retrouver les meilleures informations, les plus fiables, les plus sûres. Donc merci à lui encore une fois d'avoir fait ce travail qui nous permet d'en connaître un peu mieux sur la vie de ce fameux Maître Louis Vigneron. Maintenant, si vous souhaitez nous rejoindre sur l'Odyssée de l'Amicale des arts martiaux français, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne déjà. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur Facebook et sur de multiples réseaux sociaux. Il suffit juste de taper arts martiaux français. Normalement, vous nous trouverez. Vous pouvez aussi rejoindre le Discord, qui devient de plus en plus actif. Des choses se mettent en place petit à petit. Très intéressant le Discord au final maintenant. Et enfin, si vous souhaitez me soutenir personnellement, je ne peux que vous encourager à souscrire à la chaîne Le Martialiste. Donc pour un abonnement de 10 € hors taxe, si je me souviens bien, eh bien vous aurez droit, pour aujourd'hui, au moment où je filme cette vidéo, il y a 125 cours disponibles pour 10 € par mois. Voilà. Bon, mais maintenant, c'est pas le choix qui manque, vous pouvez faire ce que vous voulez. Et nous allons retourner à nos moutons et nous allons voir un petit peu cette histoire de Louis Vigneron. Et nous allons avoir l'avis d'un expert vis-à-vis du spectacle, du clou du spectacle, le fameux tir au canon. Allez, c'est parti. Il est aussi, et c'est par là que nous terminerons, des particularités fort difficiles non seulement à prévenir ou à indiquer d'une manière théorique, mais encore à apprécier quand elles se produisent, qui sont de nature à engendrer l'erreur. Nous voulons parler de blessures attribuées à tort à l'action d'une arme quelconque et qui résulteraient simplement d'un choc ou d'une chute accidentelle. Ces cas se rencontrent assez fréquemment dans les rixes, par exemple, où des fractures peuvent être imputées suite à des coups directement portés, soit à la chute qui peut suivre une lutte corps à corps. Nous aurons à revenir sur ce point. Mais d'autres faits moins communs peuvent causer à l'expert des embarras réels. J'en rapporterai un qui, par sa rareté, est certainement propre à montrer ce qu'il peut y avoir d'imprévu et de particulièrement délicat dans les questions qui peuvent être soumises aux médecins experts. Il s'agit d'un spectateur de l'hippodrome de Paris qui, au mois de septembre 1858, avait ressenti au cou de gauche une douleur violente au moment de l'explosion d'un canon que l'athlète Vigneron, connu sous le nom de l'homme canon, portait sur son épaule et qui attribuait la fracture de l'extrémité inférieure de l'humérus que l'on constatait chez lui à l'action de la bourre lancée par la poudre dont le canon était chargé. Je n'ai cru pouvoir résoudre la question qu'à l'aide d'expériences répétées dans des conditions identiques à celles dans lesquelles se serait produit l'accident et c'est ainsi que je suis arrivé à cette conviction que la bourre, même forcée, ne conservait pas assez de force de projection pour atteindre la place occupée par le blessé et surtout pour déterminer la rayure de l'os du bras. Que celle-ci enfin était le résultat non de l'action du projectile lancé par le canon, mais du choc violent que s'était donné le spectateur en se rejetant au moment de l'explosion contre la balustrade de bois à laquelle il était adossé. J'espère qu'on lira avec quelque intérêt les détails de ce fait. Ceci est tiré de Tardieu, Observations et expériences sur les effets d'un coup de canon chargé à poudre pour servir à l'histoire médico-légale des blessures par arme à feu, édité en 1859. Observation numéro 1. Les circonstances sont tout à fait inattendues et absolument neuves dans lesquelles s'est produite la blessure du monsieur Untel, dont une ordonnance du président du tribunal me chargeait d'indiquer la nature, la gravité, la cause et les conséquences certaines ou possibles. Exigez de moi une attention toute particulière et une information approfondie. Aussi, avant de faire connaître le résultat de mon examen, dois-je exposer à marche que j'ai cru devoir suivre dans mes recherches. Dans une première visite faite à monsieur R,
Le 14 octobre 1858, lendemain du jour où j'avais reçu ma commission, le docteur Huguier, chirurgien de l'hôpital Beaujon, qui dirigeait le traitement de concert avec le docteur Charles Pinel, voulut bien enlever l'appareil et me donner les moyens de constater, presque au début, le caractère exact de la blessure. Dès que M. R fut en état de sortir, je me fis accompagner par lui à l'hippodrome, où en présence de M. Arnaud et des conseils des parties, il m'indiqua lui-même la place qu'il occupait lors de l'accident, les conditions dans lesquelles celui-ci avait eu lieu et la manière dont il croyait pouvoir l'expliquer. Après avoir suivi les différentes phases du traitement de M. R, je l'ai examiné une dernière fois au moment de son départ afin de reconnaître avec plus de certitude, et après la guérison, quelles pourraient être les conséquences de la blessure. Enfin, voulant ne rien négliger pour m'éclairer sur les causes réelles de l'accident, j'ai demandé et obtenu à la préfecture de police communication du procès verbal d'une expérience faite par le commandant des sapeurs-pompiers. Mais cette expérience étant unique, et par cela même peu probante, j'ai cru indispensable d'en instituer de nouvelles, auxquelles le sieur Vigneron a procédé le 2 décembre, l'hippodrome, en présence de monsieur le directeur, monsieur Dromery, avoué et représentant de monsieur R. On verra quels résultats décisifs ont donné ces expériences, mais dès à présent on peut juger par ce simple énoncé des éléments variés et complets, d'après lesquels s'est formée l'opinion très arrêtée que je vais développer après avoir rappelé très succinctement les faits. Monsieur R, négociant à Avignon, assistait le 19 septembre 1858 à une représentation de l'hippodrome dans lequel figuraient les exercices dits de l'homme-canon, exécutés par monsieur Vigneron. Celui-ci, placé à peu près au milieu de l'arène, enlève sur ses épaules une pièce de canon qu'il a préalablement chargée de poudre et bourrée devant le public, et qui est tirée, la gueule faisant face à l'entrée de l'hippodrome. Monsieur R occupait au second une place très voisine de l'entrée, sur la banquette extérieure, adossée à la balustrade de l'amphithéâtre. Il était assis, les bras croisés, et appuyé sur son parapluie, précisément dans la direction du canon. Au moment de l'explosion, M. R ressentit au cou de gauche une douleur presque instantanée, dont il ne put d'abord se rendre compte, mais qui, bientôt, aux premiers soins qui lui furent donnés, s'expliqua par ce fait que le bras venait d'être fracturé. Plusieurs fragments du papier qui avait servi de bourre furent retrouvés à terre au-dessous de l'endroit où était placé M. R. Cette bourre que M. le juge d'instruction chargé d'une enquête sur ces faits a bien voulu confier à notre examen était composée de plusieurs fragments d'affiches de l'hippodrome repliés de manière à former une rondelle large de 12 à 15 cm et épaisse de 4 cm environ, relevée sur les bords et contenant dans son intérieur d'autres fragments roulés et plus petits. Cette masse, d'ailleurs légère et peu compacte, se laisse déplier facilement. Lorsque nous avons visité M. R pour la première fois, 15 jours s'étaient écoulés depuis l'accident. Mais les signes et les caractères de la blessure, dégagés de toute complication, n'en étaient que plus prononcés et plus distincts. Constatons une fracture de l'extrémité inférieure de l'os du bras gauche, à peine à 2 travers de doigts, au-dessus de l'articulation, dont la mobilité et la dislocation semblent indiquer que la fracture s'est étendue plus ou moins obliquement jusqu'à la surface articulaire des condyles. Il n'existe ni plaie ni rayure de la peau, mais une large ecchymose s'étend depuis le coude jusqu'au milieu de l'avant-bras en contournant le face externe. Il y a d'ailleurs, au moment de notre examen, ni gonflement ni déformation notable. La coaptation des fragments est très exacte et l'appareil, appliqué avec le plus grand soin, maintient la fracture dans les conditions les plus favorables à une prompte et complète guérison. L'état général de la santé est très satisfaisant, rapport à une susceptibilité nerveuse qui paraît être dans la nature du blessé et qui se manifeste par l'expression de craintes exagérées durant le pansement très peu douloureux auquel nous assistons. Nous ne parlerons pas d'une contusion que M. R dit avoir reçue au dos et de la main droite, nous n'en avons pas trouvé la moindre trace. Nous devons ajouter que, nous étant fait représenter les vêtements qu'il portait lors de l'accident, nous avons examiné très attentivement les manches de la redingote et n'y avons remarqué, soit au niveau de la blessure, soit ailleurs, pas la moindre déchirure, pas le moindre froissement de tissu que l'on puisse regarder comme l'indice du choc d'un projectile. Pour terminer, ce qui est relatif à la blessure elle-même, nous dirons que chaque nouvelle visite que nous avons faite à M. R nous a montré une amélioration graduelle et continue de son état. Que le 10 novembre, moins de 2 mois après l'accident, la guérison était complète
que non seulement la consolidation était parfaite, mais qu'encore les fragments étaient réunis sans aucune difformité et que l'articulation, sans avoir encore recouvré toute sa mobilité, était cependant assez libre pour qu'il fût permis d'espérer qu'il ne tarderait pas à revenir à ses conditions normales. Il nous reste à rechercher la cause de la blessure de M. R et à examiner les hypothèses à l'aide desquelles on a tenté de l'expliquer, et qui se résument dans cette double question. La fracture est-elle le résultat du choc direct de la bourre qui serait venu frapper M. R au bras, ou, au contraire, a-t-elle été produite par un coup violent qu'il se serait donné lui-même au coude en se rejetant brusquement en arrière au moment de l'explosion, par un mouvement de terreur instinctive que pourrait justifier la direction du canon tourné vers lui. Les caractères de la blessure, son siège, sa direction ne peuvent fournir, à l'égard de cette double supposition, que des données incomplètes. Il est vrai que ni les vêtements de M. R, ni les téguments du bras dans le point correspondant à la fracture ne portent la moindre trace d'une contusion directe, que la fracture s'est produite au bras et en arrière, tandis que dans la position où il se trouvait, c'est l'avant-bras et son bord cubital qui étaient le plus exposés au choc du projectile. L'échymose qui a été constatée sur cette partie 15 jours après l'accident résulte de l'infiltration progressive du sang extravasé et ne peut être considérée comme l'indice d'une contusion. De notre côté, si l'on recherche théoriquement quels pourraient être les effets d'une bourre de papier lancée par un coup de canon chargé à poudre, il n'est pas douteux qu'il ne puisse dans certains cas être de nature à produire les plus graves lésions et notamment la fracture d'un membre. Si le fait ne s'est pas présenté encore pour une pièce de canon, il a été observé plus d'une fois pour d'autres armes à feu. Des exemples empruntés à la clinique de Puitrain, 1830, et des expériences très précises du docteur Lachaise d'Angers, qui date de 1836, sont venus mettre hors de doute la possibilité de plaies pénétrantes et de fractures faites par la bourre d'un fusil chargé à poudre. Seulement, dans tous ces cas, la gravité des lésions s'est toujours montrée en rapport avec les circonstances dans lesquelles le coup avait été tiré et surtout avec la distance à laquelle l'arme avait été déchargée, la bourre du fusil perdant la plus grande partie de sa force et de son action vulnérable à une très petite distance, 15-20 cm. C'est donc uniquement dans les circonstances où s'exécute l'exercice de l'homme-canon et dans les conditions diverses qui peuvent faire varier ces circonstances que l'on doit chercher la solution de la question qui nous occupe, à savoir si la bourre de papier lancée par la pièce de canon que manœuvre Maître Vigneron a pu atteindre et blesser M. R à la place qu'il occupait lors de la représentation de l'hippodrome. L'expérimentation peut seule nous renseigner sur les circonstances dont il s'agit et encore à la condition qu'elles soient suffisamment variées et qu'elles représentent le plus fidèlement possible les particularités diverses de cet exercice. Il est à peine nécessaire en effet de faire remarquer que la position plus ou moins relevée de l'arme, la distance à laquelle le coup est tiré, la qualité et la quantité de la poudre employée, l'espèce de bourre dont on se servira et la force plus ou moins grande avec laquelle celle-ci sera enfoncée sur la poudre, devront faire varier la force de projection, la vitesse du projectile et la violence du choc. C'est dans ce but et suivant ces principes que nous avons institué nos expériences. Avant de les exposer, nous rappellerons que M. Vigneron, lors de ses exercices à l'hippodrome, se place ordinairement à peu près au milieu de l'arène, un peu plus rapproché de l'entrée que du théâtre qui s'élève à l'extrémité opposée du cirque, 45 mètres environ de la place où était assis M. R. Le canon, long de 1,25 m, du poids de 325 kg et présentant un diamètre intérieur de 10 cm, est mis debout et reçoit une charge de 100 g de poudre de guerre maintenue par une bourre composée de fragments d'affiches assez épais et foulés avec plus ou moins de force à l'aide d'une sorte de long rondin de bois. La pièce est alors soulevée par M. Vigneron qui la supporte sur ses épaules pendant que la mèche est allumée et que le coup part. Telles sont les conditions ordinaires dans lesquelles a lieu l'exercice de l'homme-canon. Et si quelques circonstances a pu les faire varier lors de la représentation du 17 septembre, il est impossible de préciser sur quel point on peut porter les différences. Notre expérimentation a eu pour objet principal d'apprécier dans quelles limites celles-ci ont pu se produire. Expérience numéro 1. Cette première expérience avait été faite le 21 septembre, ainsi que nous l'avons déjà dit par monsieur de la Condamine,
commandant des sapeurs-pompiers, qui rend compte de cette épreuve unique dans un rapport que je crois devoir citer textuellement. Je me suis rendu aujourd'hui le 21 septembre 1858, ainsi que j'y avais été invité à l'hippodrome de Passy, accompagné de monsieur le major ingénieur Villerme, à l'effet de procéder à une enquête sur l'événement qui a eu lieu à ce théâtre pendant la représentation du 19 de ce mois, à la suite duquel un spectateur placé au pourtour à droite de la porte d'entrée aurait le bras gauche fracturé. Cet accident, survenu immédiatement après l'explosion du canon, que monsieur Vigneron, homme d'une force herculéenne, tire en le portant sur l'épaule, aurait été attribué au choc de la bourre de la charge, dont on a retrouvé les morceaux autour de la personne blessée. J'ai l'honneur de vous rendre compte, monsieur le préfet, des faits qui sont venus à ma connaissance et des explications que je crois pouvoir en donner. Le canon, dont on a fait usage à l'hippodrome à 1 m 25 cm de longueur, son diamètre intérieur est de 10 cm. La charge de poudre employée est de 90 à 100 grammes. Versé au fond de l'âme, le canon étant vertical. Et il y était maintenu par une bourre faite avec du papier d'affiche de spectacle, réunie en une boule plus ou moins compacte, de diamètre variable et qui a pu, en certaines circonstances, être plus grand que celui de la pièce. La bourre était refoulée au moyen d'un certain nombre de coups de cylindre de bois d'1 m 40 de long et d'un diamètre de 7 à 8 cm. Le canon, supporté par monsieur Vigneron, était tiré au centre de l'hippodrome dans la direction de la porte d'entrée, à 45 mètres du pourtour qui sépare l'arène de l'amphithéâtre. Lorsque la bourre sera faite avec du papier mis en morceaux suffisamment petits et par suite peu susceptibles de s'agglomérer en une masse compacte, l'explosion de la charge la dispersera et en rendra les atteintes inoffensives à la distance où sont les spectateurs. C'est ce qui est arrivé maintes fois dans les représentations précédentes, et notamment dans l'expérience qui a été faite en notre présence, où les morceaux de papier les plus gros n'ont été projetés qu'à 20 mètres et n'auraient, par conséquent, pu atteindre aucun spectateur. Lorsqu'au contraire, soit par hasard ou par manque de précaution, la bourre sera composée de plusieurs feuilles de papier repliées les unes sur les autres et comprimées assez fortement pour former un tout compact, il se pourrait très bien que l'explosion des gaz n'en produise pas l'éparpillement et qu'il y ait projection de tout ou partie de la bourre avec assez de vitesse pour qu'elle franchisse les 45 mètres qui séparent le tireur du spectateur et qu'elle vienne faire balle contre ce dernier avec une certaine force. La bourre, recueillie à cet effet de la personne blessée, réunissait une partie de ces conditions. Elle se composait bien de plusieurs morceaux de papier d'affiche, mais parmi eux s'en trouvaient quelques-uns d'assez grande dimension qui auraient pu faire de l'ensemble une pelote assez compacte pour que l'explosion des gaz ne l'ait pas éparpillé et lui donner, avec la vitesse suffisante pour atteindre le spectateur du pourtour, la force de le blesser. Ce papier d'affiche est en outre imprégné de colle et d'encre grasse d'imprimerie plus ou moins fraîche. Circonstance qui ajoute encore à la possibilité d'une agrégation compacte du tout dans certains cas. Ce n'est pas, du reste, la seule fois où le papier de la bourre a été projeté aussi loin. L'homme préposé au billet des suppléments, dont la place est au pied d'escalier, qui aboutit au pourtour, où était placé le blessé de la représentation du 19, a déclaré avoir reçu plusieurs fois des morceaux entre autres à la poitrine, mais que ne lui avait fait aucun mal, sans doute parce qu'ils étaient plus petits que ceux qui nous ont été représentés. Du fait, constater que la bourre a été projetée contre les spectateurs, placée au-delà de la séparation de l'arène et de l'amphithéâtre, à conclure que c'est bien elle qui, dans la représentation du 19, a blessé le spectateur en lui faisant une fracture simple au bras gauche, il ne faut que supposer à la bourre un volume assez fort et assez compact. Cette circonstance peut être présentée si on n'a pas évité de se servir de feuilles de papier trop grandes, de les serrer trop fortement et en boules trop grosses avant leur introduction dans l'âme de la pièce, ou de la refouler trop vigoureusement, toute chose dont il m'a été difficile de m'assurer. Mais que la portion de la bourre retrouvée près du blessé peut faire présumer s'être rencontrée accidentellement. Il résulte toutefois de ces faits qu'il est dangereux de tirer le canon en présentant la bouche au spectateur, de composer la bourre avec du papier d'affiche d'une trop grande dimension et le trop serré, de bourrer la charge trop vigoureusement, et enfin qu'il serait indispensable de substituer à l'emploi du papier pour faire la bourre
celui d'une poignée de foin simplement reliée en son milieu par un tauron légèrement serré. Je n'insisterai pas sur les conséquences purement hypothétiques que monsieur de la Condamine a cru pouvoir tirer d'une expérience évidemment insuffisante. Je vais citer maintenant celle auquel je me suis livré moi-même et dont j'ai cherché à varier autant que possible les conditions. Deuxième expérience. 100 grammes de poudre de chasse, plus forte que la poudre de guerre dont se sert habituellement l'homme canon, sont versés au fond de la pièce. La bourre est faite avec 4 fragments d'affiches froissées seulement et bourrée par monsieur Vigneron par 6 coups de fouloir dont nous avons parlé. La pièce est soulevée sur ses épaules et lui-même se place à 46 mètres de la balustrade à laquelle il était adossé monsieur R le jour de l'accident. Le coup part et la bourre s'éparpille en nombreux fragments, dont le plus volumineux est projeté un peu à gauche et à une distance de 22 mètres, c'est-à-dire à 24 mètres de la partie de l'amphithéâtre où était assis monsieur R. Troisième expérience. La charge de poudre est augmentée et portée à 125 grammes de poudre à canon fine. La bourre, formée de 8 ou 10 fragments d'affiches, est foulée par nous-mêmes très fortement à 12 ou 15 reprises. La mèche brûle une première fois sans que le coup parte. Une nouvelle mèche est allumée et l'explosion chasse la bourre en partie dépliée à 31 mètres. Dans cette seconde phase de l'expérience, le canon avait été replacé sur de grands tréteaux de bois qui ont été renversés et brisés par la secousse de l'explosion qui a supporté 5 fois de suite sans broncher l'athlète Vigneron. Quatrième expérience. 130 grammes de poudre à canon sont versés dans la pièce. 2 affiches entières, repliées en plusieurs doubles de manière à former une épaisseur de près de 8 cm, sont bourrées avec la plus grande force et une troisième affiche simplement froissée est ajoutée par-dessus les autres. Nous allons alors nous placer dans l'amphithéâtre en face de la bouche du canon, précisément à l'endroit où était assis monsieur R. Au moment où le coup part, nous voyons très distinctement la bourre chassée par l'explosion de la poudre se diriger vers nous avec une vitesse décroissante et semblant soutenue par l'air plutôt que poussée par la force de la projection. Venir tomber lentement à 6 mètres de nous après avoir parcouru un espace de 40 mètres. Les 2 principales parties de la bourre sont restées assez exactement pliées et quelques fragments seulement avec une petite dimension s'en sont détachés. Cinquième expérience. Dans cette dernière expérience, nous sommes proposés de mesurer autant que possible la force d'impulsion et l'énergie du choc de la bourre. Un châssis muni d'une vieille toile de décor et assez large pour servir de point de mire facile est disposé à 24 mètres du centre de l'arène où est placé l'homme canon. La charge, beaucoup plus forte que dans les précédentes épreuves, se compose de 100 grammes de poudre de chasse et de 30 grammes de poudre à canon. La bourre est formée d'affiches repliées de manière à présenter 164 épaisseurs. Placée à la hauteur du châssis, nous voyons distinctement la bourre se diviser en 3 fragments, dont 2 atteignent la toile sans l'entamer, tandis que le troisième, dévié à gauche, va tomber à 40 mètres du point de départ. Ces expériences nous ont paru concluantes et nous n'avons pas cru nécessaire de les multiplier. Elles établissent, en effet, de la manière la plus positive, plusieurs faits très importants au point de vue de la question qui nous est soumise. D'une part, on voit qu'en augmentant la charge de poudre en quantité et en qualité, en donnant à la bourre plus d'épaisseur et en la foulant le plus fortement possible, on accroît notablement la portée du canon et on fait varier de 20 à 40 mètres la distance à laquelle la bourre est projetée. Que par conséquent, il est parfaitement admissible que des fragments de la bourre aient pu parcourir un espace de 43 à 45 mètres et parvenir du centre de l'arène à la place qu'occupait monsieur R. Mais, d'autre part, si l'on considère combien la bourre perd rapidement sa vitesse, avec quelle lenteur elle achève son parcours, et la force d'impulsion à peu près nulle qu'elle conserve en tombant, si l'on tient compte du peu de consistance de la bourre, même la plus épaisse, de la facilité avec laquelle ces différentes parties se désagrègent et se séparent, si enfin on juge des effets qu'elle peut produire par la faiblesse du choc, qui a eu lieu dans notre dernière expérience à une distance moitié moindre que celle qui aurait été atteinte par monsieur R, on est conduit à admettre que dans aucun cas, une blessure quelconque, et à plus forte raison la fracture d'un membre, ne peut être produite par une bourre de papier lancée dans des conditions de l'exercice de l'hippodrome, alors même que les circonstances les plus favorables à la portée de la pièce de canon se trouveraient réunies. Si maintenant, nous cherchons dans une autre hypothèse l'explication de la blessure qui a été constatée par monsieur R, nous croyons qu'elle ne saurait attribuer qu'à un coup très violent, qu'il se serait donné au coude. Adossé à une balustrade très épaisse et très dure, juste en face de la bouche d'une arme à feu dont la portée et la force lui étaient complètement inconnues, voyant, au moment de l'explosion, le projectile se diriger sur lui, il a dû
croire nécessaire de faire un mouvement instinctif pour se jeter du côté opposé à la direction de la bourre, c'est-à-dire à gauche. Ses bras croisés sur son parapluie se sont écartés brusquement et le bras gauche est venu heurter contre le bois de la barrière avec d'autant plus de force que la banquette extérieure est très peu profonde. On sait comment sont, en général, violents les coups qui résultent fortement de mouvements involontaires et en quelque sorte automatiques. C'est ainsi que l'os du bras a pu se briser dans le point où le choc a porté le plus directement, c'est-à-dire à l'extrémité inférieure et à la face postérieure du bras, un peu au-dessus du coude. Il n'est pas impossible que cela soit douteux, qu'un fragment de la bourre ramassé près de la place qu'occupait le monsieur R l'ait atteint. Mais elle n'avait certainement pas assez de force pour le blesser, et n'a en réalité laissé aucune trace ni sur ses vêtements, ni sur la partie de l'avant-bras qu'elle aurait dû toucher, ni sur la main droite, ou d'y avoir été frappée en même temps. En résumé, de l'exposé des faits qui précèdent et des expériences auxquelles nous sommes livrés, en réponse aux questions qui nous sont posées, nous n'hésitons pas à conclure que Monsieur R a eu le bras gauche cassé pendant la représentation à laquelle il assistait à l'hippodrome le 19 septembre 1858. Cette fracture, simple et exempte de complications, quoique située très près de l'articulation des coudes, a guéri rapidement. Elle n'a laissé après elle aucune difformité ou infirmité durable, seulement une gêne des mouvements. Il se dissipera après un certain temps. L'incapacité de travail résultant de cette blessure n'aura pas dépassé 2 mois et demi. La blessure de Monsieur R ne peut être attribuée au choc direct de la bourre lancé par le coup de canon qu'a tiré Monsieur Vigneron dans l'un des exercices que composait la représentation. Et enfin, la fracture du bras est le résultat d'un choc violent que s'est donné au cou de Monsieur R en se rejetant brusquement en arrière au moment de l'explosion du canon contre la balustrade de bois à laquelle il était adossé. C'était un rapport de Tardieu-Ambroise, études médico-légales sur les blessures, comprenant les blessures en général et les blessures par imprudence, les coups et homicides involontaires, édité en 1879. Et bien voilà enfin le fin mot de cette histoire, de cette escroquerie dont a été victime notre pauvre maître vigneron, encore voilà, un escroc qui s'est fait mal tout seul et qui a voulu retirer des sous de sa propre blessure. Voilà, c'est une honte. J'espère qu'un jour un tribunal réouvrira cette enquête et rendra l'argent à la famille de M. Vigneron, s'il y en a encore, parce que c'est une véritable honte que de laisser des escrocs tels que M. R venir dépouiller injustement de l'argent que gagne honnêtement les personnes telles que Vigneron. Voilà, j'espère que ce petit épisode un peu long vous aura plu, mais au moins vous aurez eu vraiment là, la démonstration scientifique, zététique, la vraie zététique, pas celle qu'on trouve sur YouTube. Là, on parle de vraie zététique, de vraie science. J'espère que tout ceci vous aura plu. Et maintenant, il ne reste plus qu'une chose à faire, bien charger le canon, bien le poser sur l'épaule, et feu à volonté.